On accueille Philippe Biwix, qui sort donc cette BD Ressources, qui est vraiment un très très bel ouvrage, Philippe, que vous avez co-créé, co-écrite avec donc Vincent Perriot, qui est un auteur de bande dessinée qui vit aussi sur Bordeaux, ouais. Et qui était connu pour une série de BD que j'invite tout le monde d'ailleurs aussi à se faire un pack en fait, avec Ressources et avec Négaliode, qui est aussi deux tomes de SF assez passionnants. Donc on va commencer, je vous présente quand même rapidement aussi. Alors déjà aujourd'hui Philippe, vous êtes directeur de l'AREP, qui est l'agence d'urbanisme de la SNCF. Oui, urbanisme, ingénierie, un peu d'architecture dans le groupe, voilà, qui travaille notamment sur les gares et sur les centres de maintenance. Voilà. Très bien. Et on vous connaît aussi, on vous a déjà fait aussi intervenir à l'AG justement d'ADI sur cette approche autour du discernement technologique dont on doit faire preuve aujourd'hui dans nos modèles de développement et industriels. Et puis vous êtes très connu aussi pour un livre qui a été écrit maintenant, je crois, en 2013-2014, qui s'appelait L'âge des low-tech, et qui a été quand même un point de départ sur cette approche autour des low-tech et de ce questionnement sur toujours plus, finalement, de high-tech ou pas dans les modèles des entreprises. Vous avez aussi écrit un ouvrage qui s'intitule « Le bonheur était demain, rêverie d'un ingénieur ». Donc on est bien en train de parler de vous comme un ingénieur, un spécialiste aussi d'ailleurs des métaux et du sujet des ressources. J'en parlais hier encore avec Benoît de Guilbon, qui a fondé l'APESA et que vous connaissez bien. Il y a des gens de l'APESA qui sont d'ailleurs dans la salle. Donc on vous remercie beaucoup d'intervenir. Et puis vous allez nous dire déjà, on va essayer de suivre un petit peu cette BD, on va montrer quelques planches. Puis vous allez nous dire déjà pourquoi aussi vous avez voulu faire cette BD. On est 10 ans après l'âge des low-tech, sur cette trajectoire. Quelle était l'intention? Et puis on va essayer de questionner évidemment le sujet des entreprises avec ça. Ok, bonjour à toutes et à tous. Donc l'intention de la BD, l'intention c'est de toucher un public peut-être plus large qu'un public qui s'endormirait sur des essais sur la transition environnementale qui font 300 pages. Donc voilà, on sait que lire un livre c'est déjà un certain engagement, alors qu'une BD, ça peut s'offrir, ça peut se prêter. Il y a un côté un petit peu ludique. Il y a aussi l'idée de faire passer un certain nombre de messages un peu lourds, un peu pénibles quand même sur les questions de transition et de là où on en est, et comme le montre cette image, et de l'impact qu'on a quelque part sur la biosphère et de la non-soutenabilité finalement de notre système économique, industriel, commercial, etc. Donc voilà, c'est une rencontre en fait avec Vincent. Vincent, lui, c'est un auteur plutôt de science-fiction, on va dire. Il s'intéresse à la science-fiction profonde, plutôt ce qui se passe non pas dans 50 ans, c'est pas Black Mirror, quoi, c'est plutôt un peu plus loin. Mais plutôt une dystopie qu'une néotopie. Ouais, plutôt dystopique, un espèce de monde un peu hybride technologiquement. Et donc il s'intéressait à ce que je racontais sur les low-tech, donc sur ces technologies sobres, résilientes. Et puis, voilà, moi j'avais envie de faire une BD depuis longtemps. Et puis, on va dire que Le Monde sans fin de Jean-Marc Jancovici, ça donne des ailes aux éditeurs dans le monde de la BD documentaire, quoi. Donc ça a rendu aussi, on va dire, le projet possible d'une certaine manière. Bon, voilà. Ça donne des vidéos d'échange de 3 heures très intéressantes entre vous aussi, d'ailleurs. C'est ça. Donc voilà. Et puis en fait, alors c'est plus que 10 ans, c'est plus que l'âge des low-tech. Moi, je suis tombé dans la table de Mendeleïev. Je sais pas, alors pas en cours de première, ça aurait pu aussi, mais en cours de chimie. Mais voilà, on va dire à partir du milieu des années 2000, je me suis passionné en fait pour ces sujets de ressources, et en particulier de ressources non renouvelables. C'est-à-dire voilà, des choses qu'on exploite plutôt sous forme de stock, donc le contraire de peut-être des produits du bois, des produits de l'agriculture, des produits de la pêche, si tant est que tout ça soit fait de manière durable, ce qui est évidemment pas toujours le cas. Mais voilà, tout le reste, quoi, en fait, finalement, qui compose le livre aussi lui-même. Il y a des minéraux, il y a des métaux, il y a plein de trucs là-dedans. Il n'y a pas que des ressources, il n'y a pas que des fibres de cellulose issues du bois. Et donc ce sujet-là, en fait, m'a passionné. Et en fait, à travers d'abord mon parcours plutôt de consultant, j'ai travaillé longtemps comme consultant en stratégie, en organisation, en achat, un peu d'ailleurs, pendant une dizaine d'années. Donc j'ai rencontré plein d'entreprises différentes, et donc je glanais finalement un peu des sujets sur cette consommation inéluctable de ressources. Un petit exemple sympa, je ne sais pas, au passage, par exemple, on a besoin de mettre des engrais dans les champs.
hein. Donc ces engrais, il y en a de différents types, mais pour ceux qui sont les engrais nitratés, c'est fabriqué avec une catalyse au platine rhodium, voilà, sous haute température et haute pression. En fait, on récupère l'azote de l'atmosphère et donc on va le transformer en nitrate. Et donc ce catalyseur, bon, bah, comme tous les catalyseurs, il n'est pas consommé par la réaction chimique, mais quand même ça s'use un petit peu, quoi, hein. Donc c'est-à-dire que dans un pot de voiture, dans un pot catalytique de voiture thermique, il y a quand même un tout petit peu de platine qui s'en va et qui fait qu'il y a plus de platine à certains endroits dans le bitume du périphérique parisien que dans les mines de platine en Afrique du Sud. Alors ça ne veut pas dire qu'on va exploiter le périphérique parisien dans le futur, parce que c'est une toute petite quantité de bitume quand même par rapport aux quantités phénoménales qu'on extrait ailleurs. Mais voilà, le catalyseur s'use, et donc j'avais fait le calcul à l'époque, donc en bossant du coup chez un grand producteur d'engrais de l'époque, qui doit toujours l'être d'ailleurs. J'avais fait le calcul que en fait chaque Français mangeait l'équivalent de quelques milligrammes de platine chaque année, voilà, sous forme de la consommation du catalyseur qui permettait d'amender nos sols pour ensuite produire. Voilà, donc c'est une espèce de passion qui m'occupe depuis une vingtaine d'années, et voilà, qui vient se matérialiser dans cette bande dessinée où je pense que il y a 2-3 anecdotes pour les dîners en ville. Vous regarderez plus jamais ni votre lame de rasoir, ni votre dentifrice, ni je sais pas quoi, votre voiture de la même manière. Exactement, mais on va y revenir. Et il y a quand même quelque chose aussi, il y a quand même un peu un trip dans cette BD. C'est pas un hasard quand même. Philippe Bigouis ne s'habille pas forcément tous les jours avec cette veste. Mais en fait, vous le voyez peut-être sur les photos, on va le revoir sur d'autres cases. En fait, vous êtes dans un dialogue, dans un voyage avec Vincent Perriot, l'auteur de BD, et vous, l'ingénieur, et vous êtes dans un dialogue, et en fait, vous essayez de lui faire comprendre d'une certaine manière pourquoi le monde proposé, ou des visions du monde qui sont proposées par des personnes que vous appelez des cornucopiens, on va y revenir tout de suite. Donc vous êtes dans ce dialogue ensemble et dans ce voyage pour essayer de démontrer justement dans quelle mesure ces modèles, ça va être compliqué de les tenir. Voilà, donc on a choisi les codes de la science-fiction et le style virevoltant que vous pouvez donc découvrir derrière de Vincent, pour effectivement proposer une espèce de voyage spatio-temporel en allant effectivement dans le futur lointain, pas juste dans les 20 prochaines années. En fait, moi, ce qui me passionne, c'est de savoir si... ce qui me passionne, entre autres, c'est pas juste de savoir si on va avoir assez de lithium et de cobalt pour nos voitures électriques, ou assez de terres rares, je sais pas quoi, de néodyme et de dysprosium pour les éoliennes de forte puissance offshore. Ça m'intéresse aussi de savoir si finalement les radiologues, si tant est qu'il y a encore des radiologues en l'an 2500, ils auront encore de quoi faire des équipements, quoi. Voilà, je suis passionné par ce côté un peu inéluctable de la consommation de ressources. On va y revenir, je pense, dans un instant. Mais du coup, effectivement, le point de départ, c'est la BD s'ouvre là-dessus, donc elle est un peu étrange au début, vous inquiétez pas, accrochez-vous 10 pages, après ça ira. mais ça part en fait d'une vraie conférence de Jeff Bezos, hein, donc, que tout le monde connaît, un fondateur d'Amazon, mais qui a quitté la direction opérationnelle d'Amazon et d'AWS, donc la partie data, enfin cloud d'Amazon, hein, qui est la vache à lait en fait aussi du groupe Amazon, pour se consacrer à Blue Origin, donc l'aventure spatiale. Et en 2019, il présente le module lunaire de Blue Origin. Vous savez, quand il faut lever de l'argent, etc., faut toujours faire un peu des présentations régulièrement. À un moment, les boîtes qui bossaient dans Hyperloop, ils dévoilaient le design de la navette. Après, ils disaient qu'ils allaient ouvrir une piste d'essai. Après, ils expliquaient que les sièges seraient avec des coussins moelleux, enfin, pour un peu occuper les investisseurs. Quand vous gagnez pas d'argent, et que vous avez besoin de lever du fric, c'est important. Et donc là, il fait ça. Et en fait, il part dans une conférence complètement délirante, qui est vraiment incroyable, quoi. C'est quelqu'un de très sérieux, hein, parce qu'évidemment, il a gagné beaucoup d'argent, mais il explique en fait que on va finir par vivre dans l'espace. En fait, c'est que la majorité de l'espèce humaine vivra dans l'espace, pas sur Mars, hein. Il y a une petite battle avec Elon Musk, hein. Elon Musk qui dit qu'il faut aller sur Mars pour faire c'est la planète B, en fait, hein. Ça permet de sauver l'humanité si jamais on se prend un astéroïde sur la tronche. Et Bezos, lui, il est sur une logique plus messianique. Lui, il dit qu'on va vivre à 1000 milliards, mais comme ça serait un peu serré sur Terre, peut-être pour 1000 milliards, on va le faire dans l'espace, en fait, dans des gigantesques stations spatiales de forme toroïdale. Donc, c'est le donut, pour ceux qui aiment bien la référence. Et que, voilà, en fait, ça va bien se passer, qu'on va pas avoir de problème de ressources, parce qu'on va aller, effectivement, la Terre est limitée, mais qu'on va aller se projeter dans l'espace où, là, les ressources sont limitées. Voilà. Et ça part de ça. Et on va essayer de montrer à travers les pages en fait que bah non, même dans l'espace, hélas, les ressources ne sont pas
illimité et que c'est quand même peu probable que on se retrouve à 1000 milliards dans des stations. Donc c'est ce premier discours sur les cornucopiens, il vous permet... Oui, les cornucopiens, pardon. Je n'ai pas raconté les cornucopiens, mais c'est peut-être dans la BD. Vous allez pouvoir nous l'expliquer. C'est finalement aussi des acteurs qui ont une croyance dans la technologie, qu'on a tous, d'ailleurs on est tous investis par ça, dans ces récits, mais qui est finalement aussi une catégorie, on va dire, de chefs d'entreprise ou autres. Oui, c'est une forme de pensée, quelque part. Alors, je n'ai pas inventé le terme. Un cornucopien, c'est un mot qui est utilisé depuis le XVIe siècle, au moins, XVIIe siècle. Donc, ça vient de cornucopiae, la corne d'abondance en latin. Donc, je vous laisserai découvrir un peu ce qui arrive au petit Zeus et voilà, qui arrache une corne de sa nourrice. En fait, l'idée, c'est effectivement, on entend souvent, dès qu'on va parler des ressources, de la question de la non-renouvelabilité des ressources, donc le fait qu'on va taper dans un stock et que peut-être, du coup, est-ce qu'on va avoir un problème dans le futur, c'est une très très vieille question de l'humanité. Dès le 19e siècle, par exemple, il y a des gens qui se posent des questions en Angleterre sur est-ce qu'on aura assez de charbon pour nourrir l'industrie anglaise du futur. Dans les années 50, aux États-Unis, qui est pourtant un pays sans frontières, on pourrait dire, un pays immense avec des ressources minérales totalement incroyables, on se pose la question de savoir si on va avoir assez de ressources pour nourrir la croissance de l'industrie américaine. Le président Truman commande un rapport à une commission, etc. Donc, et donc on entend très couramment en fait, le fait que finalement, les écolos hurlent un peu au loup, ont tendance à hurler au loup un peu vite. Là, on va avoir un problème de ressources, on va passer le pic de pétrole, etc. etc. Et que finalement, non, on repousse les pénuries. Le principe de l'humanité, c'est qu'on fait du progrès technologique, et ce progrès technologique permet de repousser la pénurie. On entend peut-être, je sais pas, vous avez déjà entendu cette phrase, le fait qu'on n'est pas sorti de l'âge de pierre par manque de silex, quoi. On est passé à l'âge du bronze, et puis après on a fait d'autres trucs. Et donc c'est cette idée-là. En fait, on est tous un peu cornucopiens, en fait, d'une certaine manière. On est tous un peu stressés, mais en même temps on se dit oui, ça va passer quand même. Et on peut finalement projeter des phrases comme ça un peu dans tous les domaines. On dira oui, mais le cuivre c'est un peu indispensable pour les applications électriques, par exemple. On n'a pas trouvé grand-chose qui conduit mieux le cuivre que l'or, mais bon, c'est un peu cher. En fait, les gens vont vous dire si, il va y avoir le graphène, on va faire des nanotubes de carbone, des machins. On va réussir en fait à chaque fois à avoir une innovation qui va nous permettre de continuer finalement à consommer de plus en plus. Alors tout à fait, c'est pour ça qu'on a titré cette intervention aussi. Pourquoi reconcentrer les efforts d'innovation? C'est que finalement c'est la prochaine choix de case que j'ai mis. Alors vous pourrez pas tout lire, il faudra que vous lisiez la PD bien sûr. C'était une grosse frustration pour moi de faire des sélections dedans. C'était insupportable. J'aurais tout mis en fait, mais on était encore 160 pages dessinées, donc ça fait beaucoup. Ouais. Voilà, mais ce que vous mettez aussi sur ces pages-là, c'est justement de montrer la bataille des idées, en fait, avec un monde justement très, très technologique qui finalement a gagné et qui a gagné beaucoup de pans de l'économie. Et puis un monde, lui, en effet, plutôt écologique, se posant la question des ressources. Vous citez Jacques Ellul, par exemple, sur les questions justement autour des réflexions sur la technique. Et donc ce premier chapitre, il est aussi pour montrer ces deux écoles et sur le fait que on a été aussi très biberonné, y compris dans nos modèles économiques, sur des visions de ce type-là. Oui, et c'était aussi pour prendre un petit peu de recul sur le débat, parce que très très vite ça peut se tendre finalement entre on pourrait dire les partisans du progrès technologique, et on va toujours trouver des solutions, et même on va aller vers des logiques d'économie réparatrice. C'est que non seulement on va avoir dans le futur des productions décarbonées grâce aux énergies renouvelables, à l'hydrogène, etc. Mais en plus, on va pouvoir réparer la planète parce qu'on va faire des trucs qui nettoient les océans des plastiques, on va faire des bactéries dépolluantes grâce au génie génétique, on va faire de la géo-ingénierie peut-être pour limiter ou réduire le coût parti incroyable du changement climatique. Donc, il y a vraiment cette idée-là. Et puis, de l'autre, qu'il y a quand même, on a plein de gens qui sont plutôt en mode éco-anxiété, voire collapsologue, voire vraiment très, très stressés. Et c'était pour prendre un peu de recul, non pas pour dire on va vers un futur formidable, ou pas prendre parti entre les deux, mais expliquer que finalement, toutes les générations ont un peu tendance à remettre le couvert, et on s'en rend pas compte parce que finalement on oublie, on n'arrive pas à se passer l'information, et qu'en réalité dans les années 70 il y a eu un débat très important, dans les années 50 aussi, à la fin du 19e siècle aussi, que c'est un peu toute l'histoire de l'humanité, ce débat-là. Alors évidemment, entre-temps, quand même, la biodiversité s'effondre, la pollution est généralisée sur un certain nombre de paramètres, et donc il se passe quand même des choses, mais quand même ça permet un petit peu
de prendre du recul par rapport à cette question des ressources qui a été un peu invisibilisée dans les années 80-90, en fait. Hein. Jusque la fin des années 70, c'est vraiment un débat très important qui nourrit des publications, des rapports officiels, des réflexions au niveau de l'ONU, etc. Et puis ça disparaît dans les années 80-90 parce que l'URSS s'effondre, parce qu'il y a une partie de l'économie du coup des pays de l'Est qui baisse, donc la demande baisse, que du coup il va y avoir les stocks stratégiques que les États-Unis et l'URSS avaient mis de côté pour faire la Troisième Guerre mondiale qui sont remis sur le marché. Et tout ça, ça va faire baisser le prix des ressources pendant longtemps, pendant au moins une vingtaine d'années, y compris les ressources énergétiques d'ailleurs. Et en fait, le débat va réémerger seulement au milieu des années 2000, même à la fin des années 2000, avec la puissance de la croissance chinoise, et puis derrière derrière ou avant des dragons asiatiques et autres, et qui fait que du coup ça va remettre cette question des ressources un peu sur le tapis, qui va s'exacerber avec la question de la transition énergétique et ou numérique et voilà, et le passage aux énergies renouvelables à la mobilité électrique. Mais en fait, en réalité, sur la gigantesque accélération de l'extraction de ressources, hein, puisqu'on va extraire, donc, c'est une phrase maintenant qui est très utilisée, mais copyright Benoît de Guibon, Philippe Biwix 2010. Donc on va extraire pendant les 30 prochaines années plus que pendant toute l'histoire de l'humanité. C'est pas très dur à faire, en fait. Hein, il faut juste faire de la croissance, en fait. Hein, c'est pas compliqué. Eh bien, en fait, c'est pas juste la transition énergétique qui fait ça, hein, en réalité. Hein, en 25 ans, là, la quantité de nickel qu'on extrait a triplé. On est passé de 1,2 million de tonnes à 3,6 millions de tonnes. C'est pas le sulfate de nickel des batteries qui a fait cette explosion de la demande. Ce qui a fait exploser la demande, c'est la consommation d'acier inox. Donc l'acier inox, ça sert dans les laiteries, ça sert dans l'industrie chimique, ça sert dans la construction. Donc c'est l'urbanisation, l'industrialisation du monde, et d'une certaine manière la numérisation aussi maintenant, qui provoque cette croissance. C'est pas juste la transition, c'est la cerise sur le gâteau, d'une certaine manière, pour un certain nombre de métaux, pour un certain nombre de ressources. Pardon, qui s'appelle l'exponentiel, c'est le comble quand même. Mais sur l'exponentiel, avec cette idée justement que certains croient qu'on pourrait suivre d'une certaine manière cette exponentielle grâce au progrès technologique, et d'autres qui n'y croient pas. Oui, alors ça, bon, ça c'est mon côté un peu ingénieur décroissant. En fait, Après CSRD, le deuxième mot à dire dans la journée, c'était décroissant. Ouais, voilà, donc c'est paf, je le jette au milieu, mais en fait, c'est quoi le débat aujourd'hui sur la croissance? Donc d'abord, la première chose, c'est que dans le domaine des ressources, il n'y a pas de dématérialisation. À date, on ne constate pas de découplage entre la croissance du PIB et la croissance de l'extraction de ressources. Je ne parle même pas de la croissance de la consommation, de la croissance de l'extraction. Pour les ressources, l'extraction augmente plus vite que le PIB. Donc il n'y a pas un découplage, il y a un surcouplage. Alors qui est lié justement à des phénomènes d'urbanisation, etc. Donc, ce qu'on a voulu montrer, en fait, c'est justement cette histoire des 30 prochaines années, mais c'est pas que les 30 prochaines années, on peut se projeter plus loin. Pour l'instant, on a un modèle qui fonctionne, voilà, sur cette croissance, très bien. Il permet de payer des retraites, il permet d'éviter de faire faillite, etc. C'est vrai pour les entreprises, c'est vrai pour tout le monde. Mais quand même, quand on projette le truc un peu loin, ça fait quand même bizarre, quoi. Moi qui suis ingénieur un peu dans la matérialité du monde, donc la puissance de l'exponentielle, en fait, on s'en rend pas compte parce que ça semble aller lentement, mais sur le temps long, c'est un peu un truc de dingue. Alors, c'est quoi une exponentielle sur le temps court? Pour se donner un ordre de grandeur, vous vous souvenez, Covid-19, le nombre de personnes qui étaient contaminées ou malades ou qui partaient aux urgences, etc., ça doublait tous les 5 jours à peu près. Ça, c'est une exponentielle. Hein. Le principe de l'exponentielle, c'est un truc qui double avec un certain pas de temps. Donc, Covid-19, c'était tous les 5 jours. Donc, au bout de 10 jours, ça faisait x4. Au bout de 15 jours, ça faisait x8. Au bout de 20 jours, ça faisait x16. Et au bout de 25 jours, normalement, tout le monde est confiné. Parce qu'il fallait casser cette exponentielle. Alors, évidemment, elle aurait fini par se casser toute seule, parce que la population, on finit par atteindre 100% de personnes contaminées. Donc mais évidemment, ça engorge les hôpitaux, etc. Donc, il y a eu cette décision de confiner. Eh bien, l'extraction de ressources, c'est la même chose. Mais en version, ça double pas tous les 5 jours. C'est bon, on s'en serait rendu compte. Mais ça double tous les
25 à 50 ans, quoi, selon les taux de croissance. Donc si je prends un taux de croissance de 2%, ça double tous les 25 ans. Si c'est 35 ans, si ça double si c'est 3%, ça double tous les 25 ans. Bon, bah super, donc ça va. C'est ce qu'on a fait historiquement, depuis le début du 19e siècle. On a même fait plus, puisque la croissance, elle a même été plus importante que 2%. Bah, simplement, si je projette ça, ça fait x7 tous les siècles. Et donc, dans un millénaire, donc comme la BD, elle démarre en 3019, donc 1000 ans après la conférence de Jeff Bezos, eh bien, 7 x 7 x 7, enfin 7, quelque chose, 10 fois de suite, ça fait x 400 millions. Alors, c'est quoi le PIB mondial qui aurait été multiplié par 400 millions en l'an 3019? C'est quoi voilà, donc... c'est quoi la consommation énergétique multipliée par 400 millions ou la consommation de ressources multipliée par 400 millions? C'est juste absurde, évidemment, ça ne peut pas marcher comme ça. Alors évidemment, une solution, c'est la solution des économistes, c'est de dire, bah non, on va dématérialiser, on va faire de l'économie circulaire, donc on construira moins de ressources, et puis on va faire de l'efficacité énergétique, donc on pourra continuer à faire de la croissance du PIB, mais par contre, on n'aura plus la même croissance pour l'énergie et les ressources. Alors moi je dis, bah ouais, pourquoi pas? Mais alors du coup, ça veut dire que chaque euro de valeur ajoutée, chaque euro de PIB, alors, si tant est que ça soit encore l'euro, dans 1000 ans, il sera 400 millions de fois plus efficace en contenu, en émission de CO2 par euro, en consommation de ressources par euro, en consommation d'énergie par euro. Bon, ben moi je ne sais pas ce que ça veut dire, quoi. En tant qu'ingénieur, je pige pas, quoi. Une voiture qui serait 10 fois plus efficace, bon, ouais, ok, je veux bien essayer de la concevoir. Une voiture qui serait 100 fois plus efficace, bon, ok, super, ça commence à ressembler à un vélo, hein, mais enfin bon, ou vraiment un petit véhicule intermédiaire vraiment bien optimisé. Mais une voiture qui serait 100 millions de fois plus efficace, moi, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Donc je ne vois même pas la structure voilà, économique qui permettrait ça. Donc, sans compter si on met à côté la courbe des inégalités sociales. Et... bon, voilà. Donc du coup, voilà un peu cette idée un peu de dire que finalement, peut-être que cette croissance qu'on vit, bon, qui a permis de sortir de la misère, etc., et que permet encore sans doute à plein de gens de sortir de la misère, hein, c'est pas forcément ça le sujet, avec des inégalités derrière et tout, mais bon, mettons ça de côté. Mais voilà, ce truc-là, ça peut pas continuer pendant 1000 ans. C'est une parenthèse de l'histoire de l'humanité. Voilà. Parce que si on continue comme ça, si je prends juste l'énergie, dans 1500 ans, il faut l'énergie de l'étoile solaire. De l'étoile solaire. Donc il y a des gens qui disent, bah, c'est pas grave, on va passer à la fusion nucléaire. Ouais, d'accord, mais tu vas pas me faire des réacteurs qui font la taille de l'étoile solaire. Et puis 35 ans plus tard, il me faut 2 étoiles. Donc il faut que je sois allé très très vite sur Proxima ou Alpha du Centaure. Puis après 4 étoiles, 8 étoiles. Et dans 3000 ans, à partir d'aujourd'hui, si je faisais 2% de consommation énergétique de plus par an, il me faudrait la puissance de la Voie lactée. La Voie lactée, c'est 100 000 années-lumière de diamètre. Mais il faut que je la conquière et que je la mette en exploitation en 3000 ans. Donc il faut inventer le saut dans l'hyperespace. Sinon, vous ne pouvez pas aller assez vite. Voilà. Donc c'est un peu cette idée-là de dire qu'à un moment, les exponentielles, enfin, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, quoi. C'est dommage parce que nous, on fera toujours la même taille. Par contre. Bah, faut voir, ouais. Un autre chapitre qui est aussi un autre paradoxe, d'une certaine manière. J'ai pris des cases qui parlent de Jevons et de l'effet rebond qu'il qualifie, parce que c'est aussi quelque chose qui marque quand même beaucoup les progrès technologiques, l'innovation technologique qu'on connaît depuis de nombreuses années. Vous pouvez nous en dire aussi un peu plus là-dessus? Oui, alors ça c'est bon, c'est toujours... Voilà, en fait, ce qu'on a essayé de faire, c'est un peu une déconstruction, quoi. On pourrait dire ça. Donc on a été un peu manier tous les arguments que, effectivement, quelque part, les cornucopiens ou des tenants un peu, on va dire, du business as usual, d'une certaine manière, peuvent manier, quoi. Et il y en a un qui est effectivement la question de l'efficacité, ou de l'efficience, on pourrait dire. C'est-à-dire le fait que on invente quand même globalement des produits, des services qui consomment de moins en moins d'énergie et de ressources. Prendre 2 exemples, je sais pas, un smartphone, c'est tout petit, ça contient beaucoup moins de ressources que ce qui remplace, je sais pas, le téléphone, le radio réveil, le Walkman, la boussole, j'en sais rien, on pourrait prendre 1000 trucs. Et puis, d'une manière générale, économiser de l'énergie, économiser des ressources, même avant les injonctions de transition énergétique ou environnementale, c'est bon pour les entreprises, on est d'accord. C'est bon pour la compétitivité. Si vous consommez moins d'énergie, vous allez pouvoir vendre votre produit moins cher. Donc il y a un peu cette idée
C'est-à-dire finalement, le progrès technologique permet quand même d'aller vers peut-être un adoucissement du contenu en énergie et en ressources. Et en fait, hélas, non, ça marche pas tout à fait comme ça. En fait, donc je vous disais tout à l'heure que le débat sur les ressources, il avait démarré il y a longtemps. Donc au 19e siècle, justement, au Royaume-Uni, dans les années 1860, le Royaume-Uni exporte la moitié de son charbon pour nourrir l'industrie mondiale. Voilà. Alors ils exportaient un peu aussi pour recharger ce qu'il y avait dans les bateaux de la marine anglaise, qui était évidemment très puissante à l'époque. Mais globalement, et donc des voix s'élèvent pour se dire, mais finalement, est-ce qu'on ne devrait pas garder ce charbon pour nous ? Parce que c'est peut-être du charbon dont on aura besoin pour l'industrie anglaise au XXe siècle, quoi, par exemple. Donc, et Stanley Jevons, donc un économiste, en fait, il va être chargé d'étudier cette question. Et à l'époque, dans les années 1860, on fait beaucoup de progrès sur les questions de thermodynamique, de fonctionnement des machines à feu, des machines à vapeur. Et donc, en optimisant les températures de fonctionnement, etc., il y a des gains vraiment très importants. Et donc, les machines à vapeur consomment de moins en moins de charbon pour produire autant, voire plus de travail mécanique. Et donc, les gens disent, qui sont rencontrés par Jevons et tout ça, disent, on va consommer de moins en moins de charbon puisque les machines à vapeur consomment de moins en moins pour faire ce travail mécanique. Et Jevons, il dit, non, ça marche pas du tout comme ça, c'est exactement le contraire qui se passe. Parce que si les machines consomment moins de charbon, alors le travail de ces machines va coûter moins cher. Si ce travail coûte moins cher, eh bien, ça va pouvoir être mis dans de plus en plus de manufactures, de fabriques, etc. Et donc, chaque machine va effectivement consommer moins, mais il va y avoir de plus en plus de machines. Et donc, globalement, la facture en charbon, elle ne va pas diminuer, elle va augmenter. Et cet effet rebond, c'est toute l'histoire de l'humanité, depuis 2 siècles. Parce qu'effectivement, on a des voitures qui consomment moins et qui deviennent plus lourdes, où il y en a plus, où on fait plus de kilomètres. Dans le numérique, c'est l'endroit où c'est le plus incroyable. Les gains unitaires dans le numérique sont phénoménaux. La 5G, par exemple, par octet transporté, par unité d'information, ça consomme peut-être 100 fois moins que la 4G et la 3G. Sauf que, évidemment, la quantité que ça va permettre d'échanger, de produire, de stocker, elle va augmenter plus vite, finalement, que les gains d'efficacité. J'ai mis les cases, justement, qui concernent ce graphique là, sur l'évolution des véhicules et des voitures, et qui le traduit aussi, du coup. Je continue. Alors, tout à l'heure, j'ai passé une slide, mais je la remets parce que je la trouve très belle. C'est celle où vous disiez que dans les 30 prochaines années, on va extraire plus à l'aube de l'humanité, mais ça permet aussi de mettre une baleine, parce que vous avez aussi beaucoup de moyens de vous déplacer dans cette BD. Le train, des baleines, des vélos, des machines à voyager dans le temps, des voitures low-tech. Vous êtes quand même aussi beaucoup dans la mobilité. Mais ça, c'est certainement la dimension aussi un peu REP. Ouais, c'est ça. Il y a un ou deux TGV qui traînent. C'est de l'inception sur la SNCF dans la BD, d'une certaine manière. Je continue. Donc, l'effet rebond, en effet, important. Chapitre 4, Gaïa et Thanatia. Alors là, en termes de titre, c'est moins explicite d'un coup pour les gens, mais j'ai pris la page de garde de ce chapitre. Je la trouve vraiment bien. Donc, le dessinateur de la BD, Vincent Perriot, qui est en train de prendre conscience que sur chaque objet qu'on voit, en fait, si on fait ce qu'on disait tout à l'heure sur le scope 3 et sur l'empreinte d'un produit, on peut tout voir un peu comme ça, d'une certaine manière. Alors là, il n'y a que la dimension, en effet, matière, extraction, il n'y a pas la dimension sociale et tout. Mais ça veut dire aussi une façon de penser et de voir qui a quand même un impact. On sent qu'on est en train petit à petit de passer à ça. Voilà. Et donc ce chapitre, il est aussi très intéressant, je trouve, pour ça. Alors c'est celui qu'il ne faut pas lire le soir juste avant de se coucher, peut-être, je ne sais pas. C'est pour ça. Peut-être un mot sur ça, peut-être sur Gaïa et Thanatia. Donc en fait, c'est quoi le principe de ces ressources non renouvelables qu'on extrait, en fait ? En fait, des ressources, on en a plein. On en a plein. Si on s'amuse dans la BD à faire des trucs qu'on ne pourrait pas faire dans la vraie vie, notamment à peler la croûte terrestre sur 1 km d'épaisseur. Si je prends toute la croûte terrestre sur 1 km d'épaisseur, c'est pas beaucoup 1 km. Hein. Les mines les plus profondes, elles font 3 km de profondeur. Les mines d'or en Afrique du Sud notamment. Alors 3 km, c'est pénible pour descendre. Il faut climatiser, tout ça. Il faut bien ventiler, parce qu'il fait très très chaud. Pour ceux qu'on a je ne sais pas s'il y a des petits fils ou des petites filles de mineurs, mais quand on descend, ça se met à être un peu plus chaud. Mais voilà, prenons juste 1 km pour se fixer un ordre de grandeur. Dans ce kilomètre d'épaisseur,
il y a à peu près, enfin ce qu'on a extrait en cuivre jusqu'à présent, c'est à peu près 300 millièmes de ce qu'il y a dans cette croûte. 300 millièmes. Et pour l'or, c'est à peu près 1/10 millième. Un peu plus, ouais, parce qu'en fait, on a gratouillé un peu plus. L'or, c'est vraiment sympa. Donc, on l'a gratouillé un peu plus. 300 millièmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on pelait toute la croûte terrestre et qu'on récupérait tout le cuivre, même pas besoin d'aller dans les astéroïdes et tout, ben en fait, on a 1 million d'années de consommation au rythme d'extraction actuel devant nous. Cool, hein? On va se coucher et puis tranquille. Hein? Faut qu'on s'occupe un peu du CO2, mais pour la partie ressources, on est tranquille. Bon, mais évidemment, ça marche pas du tout comme ça. Ça marche pas comme ça parce qu'on va pas aller gratouiller sous la place de la Bourse à Bordeaux, quoi. On va pas parce qu'on veut la préserver, mais tout simplement parce que il y a plein d'endroits où c'est pas assez concentré. Il faut aller à des endroits où ça va être suffisamment concentré. On va appeler ça des gisements, on va appeler ça des réserves, on va appeler ça des mines. Et là, on va pouvoir exploiter des choses qui sont plus concentrées. Souvent, ça peut être 100 fois plus, 1000 fois plus concentré que dans la moyenne de la croûte terrestre. Et là, on va y aller. Et pourquoi c'est concentré? Ça a été concentré par Gaïa. Ça a été concentré par la nature vivante de la planète. Je pèse mes mots. Vivante, pas au sens de Lovelock, vous savez, ce super organisme qui s'autorégule, mais déjà vivante d'un point de vue géologique, tout simplement. Parce que ce qui concentre une partie des ressources métalliques, c'est l'orogénèse, la formation des montagnes, le volcanisme, la tectonique des plaques, donc le fait que voilà, la planète elle bouge et elle concentre des ressources. Sur une planète qui est morte d'un point de vue de tectonique des plaques, il n'y a pas de phénomène de concentration des ressources. Et c'est aussi vivante tout court, vivante au sens biologique, parce qu'il y a aussi une partie des ressources qui ont été concentrées par l'activité bactérienne, par exemple, ou par l'activité de certaines plantes, des racines. Donc toutes les mines de fer aujourd'hui, les grandes mines de fer, c'est l'action des bactéries il y a 2 milliards d'années, hein, qui ont oxydé en fait oxydé leur environnement et ensuite ça a concentré de l'oxyde de fer. Donc du coup on tape dans un stock qui a été concentré pendant des dizaines de millions, des centaines de millions, parfois des milliards d'années par la nature vivante de la planète. C'est une richesse fabuleuse. Sans ça, on ne serait jamais sorti du néolithique quelque part. Bon, super. Et il y en a encore beaucoup, mais à condition d'accepter de mettre de plus en plus d'énergie et de plus en plus de dégâts environnementaux. Pourquoi? Parce que on n'est pas stupide, on a tapé dans le stock le plus concentré, le plus accessible d'abord, et au fur et à mesure, on va descendre en concentration, on va descendre en profondeur, on va descendre en accessibilité, donc il faut y mettre plus d'énergie. Donc Tanatia, c'est quoi? Alors, c'est pas de moi, c'est un prof espagnol qui s'appelle Antonio Valero, qui travaille notamment avec sa fille Alicia, qui sont dans la BD. Et donc, lui, l'idée, c'est de dire qu'en fait, à un moment, on n'aura plus accès à des ressources suffisamment concentrées. Alors, ça peut être dans un terme très, très lointain, bien sûr, hein, mais que du coup, voilà, il y a ce sujet un petit peu inéluctable, et qu'à un moment, peut-être, le stock de richesses minérales suffisamment concentrées, il y en aura encore beaucoup, mais pas suffisamment concentrées, pour qu'on y ait raisonnablement accès. Ça sera toujours plus carboné, du coup. Aussi, et alors avec le risque, ça dépend, hein, tu peux dire que tu as des rayons laser qui descendent de panneaux photovoltaïques dans l'espace. Je connais, j'en ai un à la maison. Voilà, tout est possible. Chez les cornucopiens, il n'y a jamais de limite. Mais, voilà. Alors, il n'y a pas de limite, vous avez aussi des projections, parfois, là, dans ce même chapitre aussi, sur justement, vous prenez un concept de dire, je verrai une troisième caractéristique, cette civilisation pourrait devenir experte du démantèlement, c'est-à-dire dans la récupération de tout ce qui a déjà été extrait. C'est possible, ça? Ça, c'est presque une utopie. Alors, je veux pas spoiler le chapitre recyclage qui est derrière ou sur lequel tu vas avoir forcément des questions, mais en fait, c'est l'idée de dire que peut-être qu'il y a plein de choses. En fait, ce qui fait de la différence entre les ressources minérales et les ressources énergétiques, qui sont aussi des ressources fossiles, qui sont aussi des trucs qui ont été accumulés par la nature vivante de la planète, blablabla, souvent dans le cadre du charbon, une seule fois dans l'histoire de la planète, hein. C'était à l'époque du Carbonifère. Les plantes ont inventé la lignine et les actinomycètes ne savaient pas encore le décomposer. Donc ça s'est accumulé. Maintenant, ça s'accumulerait plus difficilement, si tant est qu'on laisserait pousser de grandes forêts et tomber des arbres morts. Mais la différence, c'est que les ressources minérales, elles ne vont pas être brûlées et perdues pour toujours. Les ressources minérales, elles sont dans l'anthroposphère, elles sont dans nos objets,
numériques, les voitures, les infrastructures, les bâtiments, etc. Donc il y avait un peu une idée de dire peut-être que finalement, face à des tensions éventuelles futures sur les ressources, parce que on aurait pu accès à telle ou telle ressource moins accessible ou moins disponible. Ça peut être aussi moins disponible d'un point de vue géopolitique. D'ailleurs, on pourrait se poser d'autres questions, bien sûr, de résilience et autres. Et bien que peut-être on pourrait les taper dans un stock, alors pas forcément pour toutes les ressources, mais dans des trucs un peu disponibles, je sais pas, des supermarchés qu'on n'utiliserait plus, des tours de bureau qu'on n'utiliserait plus, voilà. Et que, alors c'est pas la même chose que la mine urbaine de dire qu'on va pouvoir aller chercher des déchets qui ont été mis dans les années 70, je sais pas où on décharge. Ça, c'est plus dur à processer et à traiter. Donc probablement, ça va rester assez utopique, pour une raison simple, c'est que les ingénieurs et les techniciens, etc., sont très très forts dans des mines qui sont toujours plus ou moins polymétalliques. Donc il y a toujours plein de métaux mélangés dans les mines, pas les mêmes selon les mines, mais peu importe. Donc on apprend à les processer, à les traiter et à en récupérer une partie. Ce qui est économiquement et techniquement récupérable à l'instant T, selon le prix de vente, d'accord ? Parce qu'évidemment, le prix de vente joue sur ce qui est récupérable ou pas. On récupère de l'or à 1 gramme par tonne, parce que l'or, c'est plus cher que le cuivre, qu'on récupère seulement à 5 kilos ou 10 kilos par tonne. Et du coup, dans une mine, dans une mine urbaine, dans un truc de déchets, en fait, c'est beaucoup plus dur à processer parce que vous pouvez pas tellement automatiser parce qu'en fait, c'est très hétérogène. En fait, si on commence à gratter les décharges du passé, on va gratter, on va rien trouver, puis de temps en temps, il y a un grille-pain, quoi. Je caricature un peu, mais et donc c'est pas du tout la même chose que d'avoir un minerai un peu homogène dont on a un peu optimisé ensuite les paramètres techniques pour le traiter. Donc c'est assez peu probable qu'on récupère des trucs dans les décharges. Mais par contre, voilà. On pourrait dire, là, dans un bâtiment, un jour, on dira, non, on ventile naturellement, on chauffe plus, on récupère les tuyaux. Est-ce qu'il serait finalement un bon moyen de récupérer, par exemple, des métaux? Parce que vous l'expliquez dans le chapitre d'après sur le recyclage, très bien sur certains aspects, mais on se tire un peu une balle dans le pied, en fait, avec le recyclage, puisque vous nous expliquez dans ce passage-là où vous vous déplacez carrément chacun sur un grain de sable, en mode microscopique. Vous êtes allé loin quand même dans les modes de déplacement. Mais vous êtes en train d'expliquer que finalement, on extrait, on utilise, puis ensuite, d'une certaine manière, on jette et on refait. Monsieur Ceinturieux l'évoquait tout à l'heure, je crois, avec Safran, sur le fait que finalement, plein de différents métaux vont se retrouver dans un acier. Et donc, il est perdu d'une certaine manière sur sa propriété initiale. Exactement. Là, il y a deux façons de perdre les ressources, parce qu'effectivement, la logique naturelle pour des métaux, c'est l'économie circulaire. C'est le recyclage. Donc l'économie circulaire, c'est bien plus large que le recyclage. Je sais. Je me fais souvent taper sur les doigts par l'ADEME en simplifiant. Donc, ils sont là en plus, ils sont nombreux. Ils sont où ? Donc non, oui, c'est beaucoup plus large. Il y a la sobriété et tout, mais on en parle après. Donc le recyclage, oui, c'est naturel pour les ressources, pour ces ressources métalliques. Et bien avec un terrain de jeu bien plus formidable que les plastiques, puisque pour le coup, on n'a pas de perte de propriété de qualité. Les plastiques sont des chaînes de polymères un peu longues. Quand vous les chauffez, elles se cassent. Quand vous les exposez aux rayons du soleil, etc. Il y a plein de raisons à ça. Pour les métaux, vous pouvez fondre un câble de cuivre, faire un câble de cuivre, il va conduire aussi bien l'électricité, il y a zéro sujet. Mais effectivement, on a deux grosses contraintes. La première, ce sont les usages dispersifs, dissipatifs. On va pas pouvoir tout récupérer. Alors bon, évidemment, si, je sais pas... non, c'est Safran qui me faisait penser, mais j'en sais rien. Si vous avez un moteur de fusée ou je sais pas quoi qui part dans l'atmosphère, voilà, par définition, vous n'allez pas le récupérer. Mais bon, ça c'est très marginal. Par contre, il y a plein d'usages dispersifs qui sont pas du tout marginaux. Exemple du titane. Le titane, c'est bien, c'est un métal de l'aéronautique, mais c'est surtout un métal qui fait la couleur blanche. Le dioxyde de titane, c'est le colorant blanc universel. Donc il y a 95% du titane qui est utilisé dans les dentifrices, les peintures, les crèmes solaires. Voilà, celui-là, on va pas le récupérer. Donc ça limite le recyclage. Et puis la deuxième limite, c'est effectivement le fait qu'on va plutôt mélanger les métaux. Beaucoup de métaux servent à amender les aciers, effectivement. Et même, peut-être quand ils ne sont pas mélangés, le processus de recyclage va les mélanger. Vous prenez une voiture, si je simplifie outrageusement, la manière dont on recycle une voiture, on enlève des pneus, on enlève les sièges, on enlève les fluides dangereux, la batterie, tout ça, et le reste, broyage. Parce qu'on n'a pas le temps de mettre quelqu'un pour tout démonter, démanteler, récupérer les 3 km de câbles de cuivre, les petits moteurs qui faisaient bouger les rétroviseurs et les sièges tout seuls. Tout ça, ça va partir en recyclage.
Et en fait, du coup, derrière, il y a des incompatibilités métallurgiques diverses et variées. Et puis même, du coup, mettre trop d'énergie pour séparer ces métaux, ça ne servira à rien. Et donc, on va aller vers des usages moins nobles. En fait, le petit bobinage de cuivre du moteur, il est toujours là, mais finalement, il ne sera jamais réutilisé comme du cuivre. Donc, il y a une espèce de perte inéluctable. Il serait un carne, mais sur la caste en dessous, quoi. Voilà. Donc ça, c'est... Et donc, ça prend sa dimension la plus extrême pour les outils numériques, en fait, évidemment, puisque les outils numériques, ce sont des objets qui sont très miniaturisés, avec bourrés de tech, donc plein de métaux différents, souvent en toute petite quantité, très difficile à démonter, souvent, même presque à démanteler, même si je sais qu'il y a le robot Daisy d'Apple là, qui explique que tout va être super, mais bon, en fait, en vrai, pas tant que ça. Et puis, avec une composante économique des ressources qui fait que de toute façon, ça vaut pas le coup. Dans un smartphone, il y a 2 à 3 euros de matière première en coût à la sortie de la mine, si vous voulez. Après, on va rajouter évidemment plein d'étapes de transformation des usines, des logiciels et tout ce que vous voulez pour faire des quelques centaines d'euros que va coûter le smartphone à la fin. Donc à 2-3 euros, vous allez vous concentrer sur les 30 mg d'or du microprocesseur, ok, peut-être un peu de palladium, 2-3 trucs qui valent le coup, et le reste, ça vaut juste pas le coup de mettre quelqu'un, vous imaginez, mettre de la main d'œuvre avec une pince à épiler pour bien tout démonter, pour gagner peut-être 50 centimes de plus de ressources à la fin, personne va faire ça. Sur des éléments qui ont coûté très cher, puisque dans la case qu'on a mis là, vous expliquez aussi que le smartphone, finalement, il y a des bouts d'une trentaine de pays en fait, dedans. Oui, facile, ouais. On est resté prudent, mais donc du coup, voilà, on va pas recycler, on va recycler très 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 mal. Donc finalement, on se dit on va avoir extrait des ressources qui sont pas forcément toujours très concentrées, mais qui avaient été quand même suffisamment concentrées pour que nous, ensuite, avec de l'énergie, des produits chimiques, etc., on les concentre encore plus. Et puis on les remélange en fait derrière dans des objets. Et ces objets, ils vont être très mal recyclés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en gros, pour faire simple, chaque smartphone qu'on fabrique aujourd'hui, je prends le smartphone, je ne veux pas vous arracher votre smartphone, hein, vous comprenez, c'est juste un exemple emblématique, mais pour parler à tout le monde. Mais chaque smartphone qu'on fabrique aujourd'hui, ça sera peut-être des équipements de radiologues, de chirurgiens, de dentistes, je ne sais pas, qui ne seront pas disponibles en l'an 2300. Parce qu'en fait, on aura extrait une fois pour toutes la ressource, on l'aura intégrée dans les objets, et on dispersera de façon inéluctable, plus ou moins vite, évidemment, soit peut-être en 2, 3, 4, 5 ans si c'est un objet numérique, peut-être en 10, 15 ans si c'est une voiture, et peut-être d'ailleurs en 100 ou 200 ans si on disperse finalement avec quelques cycles de recyclage, parce qu'on recycle quand même pas mal de choses, à commencer par les grands métaux industriels comme le nickel, le cuivre. Mais finalement, voilà, prenez le nickel, c'est vraiment facile à identifier, le nickel, c'est un produit qui est assez cher, les aciers inox, voilà. Aujourd'hui, le taux de recyclage du nickel, vraiment sans cette perte liée au mélange, liée aux alliages, c'est peut-être de l'ordre de 50%. Donc 50%, regardez ce que ça fait, hein. 50%, 25%, 12,5%. Ça va très très vite en fait. Et au bout de 3, 4, 5 cycles de recyclage, donc vous multipliez par la durée de vie de ces produits. Alors des fois ça peut être très long, hein. Une infrastructure ça peut être 50 ans ou plus, mais parfois c'est plus court. Vous allez inéluctablement disperser les ressources. Ce qui est très intéressant, je trouve, avec l'exemple des métaux, c'est que si on prend, je sais pas, l'exemple du plastique et de la difficulté à recycler les pots de yaourt, par exemple, en France, on sait que du coup c'est un plastique qui va peut-être se retrouver dans la nature, qui va être brûlé, et on sent l'impact que ça peut avoir peut-être sur une filière, mais peut-être pas tant que ça. Alors que là, ce que vous évoquez, c'est tout ce qui fait la structure, finalement, de toutes nos filières et de tous nos modèles industriels et qu'on consomme tous au quotidien sans s'en rendre compte, quoi. Donc, finalement, un peu un sillage de branches qui est invisible, mais qui concerne absolument tout le monde. Ouais. Alors, justement, pour continuer dans les images qui sont super optimistes, j'ai remis cette première slide qu'on avait mis au début, parce qu'elle est en effet à ce niveau-là aussi du livre. Et vous évoquez le concept justement de machine anthropique, quoi. Alors, comment vous pouvez traduire ça, en fait? Alors, machine anthropique, on peut l'écrire de deux façons, hein. Donc, machine anthropique, la machine humaine, hein, donc avec un A, et puis la machine anthropique avec un E. Hein. Cette notion d'entropie, hein, cette idée que finalement on récupère jamais à 100%. Hein, ça, il n'y a aucun processus, aucun rendement qui peut atteindre exactement 100%. Rien ne se perd, rien ne se crée, évidemment, hein, mais on en perd toujours un peu dans les effluents de gaz ou
liquide ou autre, parce que voilà, c'est la nature même des transformations physiques. Et donc oui, c'est cette idée de dire que voilà, plus ou moins rapidement, et puis évidemment ça va un peu dépendre de chaque ressource, de chaque objet, mais on va effectivement prendre des choses concentrées, les concentrer encore plus, les disperser. Voilà, c'est inéluctable. On peut améliorer tout ça, ça va être le chapitre suivant. Évidemment, on peut, une fois qu'on a pris conscience de ça, alors on peut dire on s'en fout un peu en fait, hein, parce que finalement... est-ce que, je sais pas, au 19e siècle, ils avaient commencé à se poser la question, en se disant, oulala, mais est-ce qu'ils vont avoir assez de, je sais pas quoi, de platine en l'an 2000? Bon, finalement, est-ce que ça aurait changé grand-chose? On peut se dire qu'en l'an 2300, ils auront trouvé d'autres choses, ils auront fait de la substitution. Vous savez qu'on peut. Voilà, le progrès technologique permet aussi de faire de la substitution. Peut-être que demain, on arrivera à faire de la catalyse sans platinoïde, sans cobalt. Sans argent, voilà, des choses qui sont beaucoup utilisées dans la chimie, par exemple, les transformations chimiques. Bon, peut-être qu'on fera des trucs bio-inspirés ou enzymatiques, bon, mais peut-être pas. Et donc, voilà, pour l'instant, on ne le sait pas. Donc, en fait, il y a quand même un peu un pari sur l'avenir, sur cette question de dire, bah oui, finalement, on peut continuer à appuyer sur l'accélérateur à fond, en misant sur l'innovation, en se disant que finalement, bah oui, les processus économiques et de formation des prix suffiront. Finalement, c'est cette idée de dire il y a l'offre et la demande. Si à un moment ça finit par coincer un peu du côté de l'offre, la demande s'ajustera, ça sera plus cher. Donc les industriels, ils substitueront. C'est déjà arrivé, bien sûr, ça arrive tous les jours. Et où ça améliorera le recyclage, parce qu'évidemment, plus les prix montent, plus le recyclage il est potentiellement pertinent. Aujourd'hui, on estime qu'il y a 90% de l'or qui a été extrait depuis Crésus, en gros, depuis le premier millénaire avant Jésus-Christ, qui est toujours disponible. D'accord, on en a perdu que 10%. C'est pas mal par rapport au processus anthropique qu'on décrivait. Parce que l'or, c'est facilement reconnaissable, c'est très cher, que pendant longtemps, sans doute, on a arraché les dents des gens avant de les enterrer, j'en sais rien, plein de trucs horribles comme ça. Puis on a envoyé quand même 2-3 satellites, on a coulé 2-3 galions, on a utilisé de l'or dans les produits électroniques qu'on n'a pas recyclés. Mais à la fin, ça fait que 10%. Donc, finalement, quand le prix monte, le recyclage peut s'améliorer. Mais avec des limites qui est quand même que... Imaginons que dans le smartphone, le prix des ressources est décuplé. Si au lieu d'avoir 2 euros, ça devient 20, ça ne deviendra toujours pas économiquement pertinent de bien récupérer les ressources. Donc, entre-temps, on a réformé des acheteurs responsables, voilà. Des gens à l'éco-conception et aux ACV en masse. Donc ça, c'est aussi un message d'espoir. Ça m'amène justement au chapitre 6, c'est aussi une forme de réponse, de dire qu'il faut aller vers une civilisation techniquement soutenable. Dans ce que j'en comprends, c'est aussi une civilisation et en tout cas des modèles économiques finalement robustes, parce que ce qu'on est en train de dire, c'est qu'en tout cas à moyen, à long terme, je reprends l'exemple de scier sur la branche sur laquelle on est assis, mais finalement c'est ce que vous décrivez avec cette vision à long terme, ça veut dire que finalement c'est pas robuste, on est dans une grande fragilité. Oui, alors c'est un clin d'œil le titre de ce chapitre, parce que l'âge des low-tech, donc de 2014, son sous-titre c'était vers une civilisation techniquement soutenable. Donc effectivement, on a essayé de regarder, en tout cas dans la dimension technique, pas dans la dimension socio-économique et culturelle, ce qu'il faudrait faire une fois qu'on a pris en compte cette rareté potentielle future des ressources et l'inéluctabilité de la consommation et de la dispersion à terme. Finalement, qu'est-ce qu'on se dit? Donc, à chaque fois que je prends une ressource minière et que je l'intègre dans un tambour de machine à laver, vous savez par exemple que dans la Garonne, il y a de l'argent. Alors pas de l'argent en métal, pas beaucoup, pas assez pour aller la filtrer, récupérer et devenir riche, mais c'est de l'argent qui descend de la mine de Decazeville dans l'Aveyron et qui a une pollution. Il y a des pollutions aux métaux qui datent de mines de charbon fermées, pour différentes raisons. Parfois, les résidus miniers vont générer de la pollution pendant des milliers d'années. Et il y en a beaucoup moins qu'il y a 30 ou 40 ans. Parce qu'il y a 30 ou 40 ans, il y avait la photo argentique. Donc, en fait, il y avait beaucoup de photographes qui jetaient finalement... les eaux usées faisaient qu'il y avait un signal argent. Ce signal argent, il est réapparu parce que maintenant, on utilise du nano-argent, donc de l'argent sous forme nanométrique, qui en fait est un antibactérien.
Souvent, les métaux sont des antibactériens. On fait des poignées en laiton, par exemple dans les hôpitaux, pour essayer de lutter contre les maladies nosocomiales. On pourrait mettre des poignées en argent, mais les gens partiraient avec. Donc, on fait des poignées en laiton, parce que le cuivre aussi a des propriétés. Bon, et donc voilà. Donc, imaginons un tambour de machine à laver qui a été couvert très légèrement d'une petite couche de nano-argent pour, voilà, finalement avoir du linge plus propre. Bon, donc finalement, on sait qu'en fin de vie, ça va très très mal se passer parce que ce nano-argent voilà, ne sera pas récupérable. Donc on a deux possibilités pour lutter contre ça. La première, c'est de se dire qu'on se passe de machine à laver. C'est la sobriété. D'accord. Alors, je vous vois tous en mode... Voilà. On retourne au lavoir et tout. Vous allez me dire, ça va être furieusement genré, comme d'habitude, donc pas cool. Bon, donc ok, on prend pas le lavoir, mais il y a plein d'autres manières de faire de la sobriété. Ce que moi j'appelle la sobriété systémique, hein, pour l'instant. Donc le mot sobriété, super, il s'est installé grâce à l'ADEME et plein d'autres gens. Grâce aussi à l'augmentation des prix d'énergie. Enfin, grâce du fait de, hein, je ne porte pas de jugement. Surtout que ça devient de la sobriété austérité ou de la sobriété précarité, bien sûr, aussi. Ou de la sobriété, je ferme ma boutique parce que j'ai plus les moyens de faire en sorte d'être économiquement rentable. Donc je néglige pas ces éléments-là, évidemment. Mais donc la sobriété s'est installée, en tout cas dans le débat public. Mais c'est souvent une sobriété un peu perso, individuelle, petit geste, quoi. La question maintenant, c'est d'aller vers une sobriété systémique, organisationnelle, où vraiment on organise la sobriété. Alors, donc on prend quelques exemples parmi d'autres, mais c'est à vous ensuite d'aller les chercher dans vos business models et dans votre écosystème de fournisseurs, de clients, etc. C'est à dire qu'en fait, il y a plein de choses à optimiser parce que le gâchis, en fait, est juste phénoménal. C'est quoi le gâchis? Bah, je sais pas, on jette un tiers de la nourriture à la poubelle en Europe. Bon, donc avant même de dire, enfin pas avant même, mais on peut en plus devenir flexitarien, je sais pas quoi, mais juste là, on gâche un tiers de la nourriture. On se déplace dans des trucs qui font 1,5 tonne à 2 tonnes pour transporter 100 kg de charge utile la plupart du temps. Voilà, donc il y a plein d'exemples. Alors on prend un exemple dans la BD qui est sur la téléphonie mobile, donc qui n'est pas particulièrement low-tech. Donc exprès, on a pris un sujet un peu high-tech. La téléphonie mobile, il y a 4 opérateurs. Donc il y a 4 réseaux d'accès. Là, si je ouvre mon téléphone, je cherche, il y a des antennes, des BTS un peu partout, des 4 opérateurs, peut-être 3 parce que pas impossible que Free monte sur un autre opérateur de temps en temps. C'est comme ça qu'on a organisé la concurrence. Bon, super, pas de problème avec ça. Sauf qu'évidemment, bah, du coup, c'est une industrie de réseau. C'est pas hyper optimisé. Chez vous, vous avez 4 tuyaux d'eau qui rentrent pour choisir votre fournisseur. Vous avez 4 câbles électriques. Il y a 4 LGV qui montent à Paris pour choisir votre opérateur de train. Il y a 4 autoroutes. Non. Quand c'est des industries de réseau, il y a un. Et puis après, on peut organiser la concurrence sur ce réseau. Voilà. Donc on pourrait imaginer un réseau d'accès unique et qui soit concédé régionalement, comme c'est vrai pour l'eau ou pour d'autres sujets. Donc on pourrait garder une forme de concurrence. Mais finalement, on monterait tous de manière différenciée. Ça coûterait moins cher parce qu'il y aurait un seul réseau au lieu de 4. Beaucoup moins d'équipements, beaucoup moins de ressources et d'énergie, etc., etc. Finalement, même sans impact pour le consommateur, voire même moindre. Voilà, donc c'est un exemple un peu. C'est pas toujours, on trouve pas toujours des choses comme ça. Je dis pas qu'il n'y a pas des effets de sobriété individuelle et culturelle à mettre en œuvre, mais il y a des fois où c'est juste, on a vraiment une organisation, on pourrait dire un peu stupide d'un point de vue de la consommation de ressources. C'est pour ça que j'ai choisi cette case où vous dites on fabrique de l'aluminium pour emballer du café à Expresso. Imagine en 2050, on continuera à installer des éoliennes en mer pour alimenter des usines de production et de transformation d'aluminium pour faire des capsules de café. Ouais, donc là, il y a Georges Clooney qui effectivement se retrouve projeté. Mais oui, c'est un peu cette idée, effectivement, de dire il y a de la sobriété à les faire partout. On commence pas par les machines à laver, sans doute, pas de souci, mais même une machine à laver, bah, finalement, il y a des questions. C'est quoi? Est-ce qu'il faut un afficheur digital? Est-ce qu'il faut quelle quantité d'électronique il faut? Quel type d'électronique? Quelle accessibilité, etc. Et puis après, il y a le deuxième truc, c'est de dire, bah, finalement, face à une fois que j'ai quand même fabriqué ma machine à laver, la question, c'est en fait combien de temps je vais la faire durer. Parce qu'en fait, finalement, c'est ça aussi, c'est la vitesse à laquelle on gâche ses ressources, la vitesse à laquelle on va disperser. Alors, évidemment, le smartphone n'est pas un bon exemple parce que voilà, il y a un côté achat plaisir et tout ça. Pendant que Jeff Bezos s'achète un yacht, vous achetez un smartphone pour vous faire plaisir à Noël. Enfin, vous non, parce que vous achetez des BD, mais on va dire d'une manière générale. Qu'est-ce que je disais? Du coup, oui.
Mais il y a quand même plein de choses. Enfin, moi, j'ai pas l'impression, quand je suis obligé de changer mon aspirateur parce qu'il est tombé en panne, je me roule pas par terre de plaisir. Vous voyez, je sais pas vous, mais enfin, moi, c'est plutôt le truc un peu lourdingue, quoi. Pourquoi est-ce que les aspirateurs, les fer à repasser, ça dure pas aussi longtemps qu'un tramway, qu'un train, qu'un avion, j'en sais rien. Enfin, avec des pièces détachées, il y a des pièces d'usure, d'autres non. Donc, de réfléchir à cette économie de la maintenance, cet âge de la maintenance, cet âge de la réparabilité, alors qui ouvre évidemment plein de questions, des questions peut-être réglementaires, des questions fiscales, des questions, le coût du travail versus le coût des ressources, parce que finalement, le problème de ne pas les faire réparer son aspirateur, c'est pas vraiment un problème de disponibilité des pièces détachées. C'est pas forcément un problème des méchants industriels qui ont programmé l'obsolescence des années avant de manière très subtile pour que ça tombe en panne au bout de 5 ans et demi, je sais pas quoi. C'est pas d'abord parce que, mais attendez mon bon monsieur, mais rien que de l'ouvrir, voir ce qui se passe, vous faire un devis, ça va vous coûter 3/4 du prix du neuf. Et d'ailleurs, moi, après réparation, je vous le garantirai pas. Donc il y a des questions en fait sur finalement ce qu'est le coût du travail humain. Alors quand je dis coût du travail humain, c'est un peu ça fait un peu MEDEF. Enfin, de toute façon, il y en a, non? Non mais, enfin, je veux dire, ça fait un peu employeur. C'est pas ça. C'est pas de dire faut baisser le coût du travail. Je veux dire, c'est super la protection sociale et tout ça, mais d'avoir assis toute la protection sociale sur le fonctionnement des 30 glorieuses post Seconde Guerre mondiale, quoi. Et ben ça fait que le travail humain est cher, tant mieux, ça fait la protection sociale, je comprends, c'est bien. Mais du coup, les ressources, elles valent rien, l'énergie vaut rien, les externalités environnementales ou sociales à l'autre bout du monde ou de l'Europe valent rien. Et donc, en fait, l'arbitrage fait que du coup, ce marché, il existe sur quelques trucs très chers, les smartphones, des choses comme ça, mais globalement, il n'existe pas. Donc, on pourrait réfléchir aussi à tout ça. Autre exemple, la voiture électrique. Alors, déjà, il faudrait faire des voitures à sobriété systémique, des voitures plus petites, bien sûr, parce que c'est un peu dingue de se dire qu'on va ouvrir des mines de lithium, installer, je sais pas trop, un peu en aval, là, par remplir des usines de CAM. Alors, CAM, il n'y a pas de E, c'est CAM, Cathode Active Materials, donc les trucs qui vont aller dans les gigafactories, pour installer ça dans des SUV de 2 tonnes, alors que, on pourrait faire des petits véhicules intermédiaires, des petites voitures, etc., et trouver un autre système de mobilité individuelle. Donc, pourquoi je disais ça? Ça y est, je suis perdu. J'ai oublié pourquoi je parlais de ça. Oui, les voitures électriques, pardon, je finis. En fait, alors, les batteries, ça s'use un peu quand même. Il y a des cycles de charge-décharge qui fait que, voilà, il y a quand même des enjeux sur la question du nombre d'années qu'elles pourront tenir. Par contre, le moteur électrique, il est inusable par rapport à un moteur thermique. Ça s'use beaucoup moins. Donc finalement, on pourrait imaginer un modèle de passage à l'électrique où on aurait des voitures qui dureraient beaucoup plus longtemps. Les châssis de voitures, ils sont zingués, enfin ils tiennent, ils se corrodent pas et vous passez pas à travers le plancher comme dans les années 70. Donc Laurent Castagnette, qui est un ingénieur qui travaille sur les questions de mobilité, qui est bordelais aussi, il dit mais quand vous avez votre chaudière qui tombe en panne, vous faites pas tomber la maison pour reconstruire une nouvelle maison avec la chaudière autour. Dans la voiture thermique, finalement, c'est un peu ce qu'on fait. Le moteur se termine. Arrive en fin de vie, on jette toute la voiture. En fait, pourquoi on fait ça? Qu'on pourrait imaginer des voitures électriques beaucoup plus durables, beaucoup plus, qui dureraient beaucoup plus longtemps, etc. On arrive un peu vers la fin de la séquence. Ouais. J'ai encore deux slides avec des cases. Alors, il y a évidemment celle où il prend conscience qu'il faudrait en effet un renversement complet des valeurs, des comportements pour être au rendez-vous de ce que vous décrivez dans la BD. Et puis il y a cette phrase qui dit, c'est le reflet aussi tout à l'heure ce qu'on voyait sur les matières, de réaliser que tout a un impact environnemental et en tenir compte, c'est important. Je suis passé très vite sur une autre slide qui est page 140 où vous décrivez d'une certaine manière, pas la chaîne de valeur, mais tout ce que ça représente, par exemple un véhicule, une voiture, jusqu'à l'affiche publicitaire de la voiture. Et voilà, et d'avoir cette vision finalement systémique, elle nous fait forcément changer de mindset, quoi. Oui, alors c'est là j'atteins un peu mes limites d'ingénieur, parce que sur la partie technique, on peut de manière assez factuelle se dire oui, ça on pourrait faire mieux d'un point de vue technique ou moins bien. Et puis après, on ouvre d'autres questions qui vont être des questions plus philosophiques, morales, économiques, de faisabilité, aussi, d'évolution dans un monde, dans un pays ou un groupe de pays le plus restant le plus démocratique possible tant qu'à faire. Donc ça ouvre plein d'autres questions. Et là, du coup, j'ai un peu mes limites. Moi, je suis que ingénieur, je suis pas anthropologue, psychologue, politologue, sociologue. Donc c'est plutôt une invitation à
un peu au voyage et à ouvrir un peu les esprits. Donc oui, il y a un peu cette idée quand même de peut-être d'effet d'entraînement qu'on utilise effectivement avec la voiture. Alors ça, c'était un truc que j'avais sorti dans la géothèque il y a 10 ans. J'avais essayé de faire un espèce de pseudo-calcul, mais personne n'a jamais vraiment repris, de se dire, mais finalement, c'est quoi le temps qu'on passe pour le système voiture, quoi. Le temps qu'on passe à travailler, je dirais, collectivement pour ce système-là. Bon, c'est un hommage aussi à Ivan Illich, vous savez, qui dans les années 70 avait inventé cette notion de vitesse généralisée, de dire si on mettait la vitesse moyenne à laquelle on roule sur la rocade et qu'on ajoutait le temps de travail nécessaire pour se payer la voiture, l'énergie et l'assurance, etc., qui va avec, bon, bah, finalement, on va sans doute moins vite qu'un vélo, parce que le vélo, bah, évidemment, il coûte effectivement aussi moins cher. Alors le problème, c'est qu'en fait, on peut pas tous passer à 3,8 cinquième, je sais pas quoi, d'aller voir notre employeur en disant ouais, je me passe de la voiture, par contre je voudrais bosser à 3,8 cinquième. Et mettez-moi à disposition le vélo. C'est pas encore le cas, voilà. Mais il y a un peu cette idée-là. Et en fait, moi, on a essayé de généraliser ça en disant mais en fait, la voiture, c'est pas juste se payer la voiture. En fait, il faut se payer tout ce qu'il y a autour de la voiture. Il faut se payer les routes. Alors on triche un peu parce que les routes, il y a aussi des camions, donc on a besoin de nourrir notre métabolisme et notre métabolisme urbain. Mais voilà, ça peut être lié à tout ce qui est autour des accidents, tout ce qui est lié autour effectivement des assurances, tout ce qui est lié voilà. Et tout ça, ça implique beaucoup de travail, et que finalement, bah, se dire cette civilisation de la voiture qui est sympa, qui est un peu la civilisation de la liberté, hein, c'est un peu cette idée-là. Hein. Carlos Tavares, le patron de Stellantis, il dit c'est hors de question qu'on n'ait plus de voitures. Les voitures, c'est la liberté, et les gens veulent de la liberté. Bon, alors dans les pubs, on est très libre. Sur la rocade bordelaise, on l'est quand même moins. Mais bon, admettons. Mais en face de cette liberté, bah, il y a aussi beaucoup d'astreintes, je dirais. Et donc, sans doute, on passe une partie non négligeable de la semaine, tous collectivement, à travailler pour ce système de mobilité, quoi. Bon. Et donc, pourquoi on a cité ça? Parce qu'on s'est dit, en fait, il y avait peut-être une sorte de boucle vertueuse. Parce qu'évidemment, on se rend compte que si on veut réduire vraiment cet extractivisme, cette consommation de ressources, l'effort, il est gigantesque, en fait. Il est gigantesque tellement ça a accéléré ces dernières années. À l'échelle mondiale, si je divisais par 3 ou 4 la consommation enfin l'extraction, le taux d'extraction de, je sais pas, de cuivre, de nickel, ça, c'est même pire pour le lithium, le cobalt ou quelques autres. Je divise par 3 ou 4, vous imaginez le geste écolo que ça ferait, quoi. La réduction de la pression sur la biodiversité et tout, super. Ça me ramène aux années 90 en termes de taux d'extraction. Les années 90, c'était pas hyper écolo, hein. C'était déjà un peu compliqué. Donc en fait, on voit que c'est l'effort de sobriété systémique qui va potentiellement être incroyable. Et ce qu'on a essayé de montrer, c'est de se dire finalement, il y avait peut-être une boucle vertueuse, de se dire, bah, en fait, c'est pas juste de dire, il va falloir diviser toutes nos consommations par 10, quoi. Mais qu'en fait, alors, ça dit, si on fait des objets qui durent plus longtemps, c'est pas très grave, parce que finalement, j'ai toujours les fonctionnalités des objets. Mais c'est de se dire que bah, finalement, tiens, si j'ai besoin de moins de voitures, parce que je les remplace moins souvent, ou qu'on les partage mieux, ou qu'elles sont plus petites, donc j'ai besoin de moins de matière, bah, finalement, le fait d'avoir moins de matière, ça fait que je vais aussi avoir moins besoin de matière pour des minéraliers qui transportent du minerai de fer, qui eux-mêmes utilisent de l'acier, donc, etc., etc. Et qu'en fait, quand on va chercher un peu toutes les infrastructures qu'il peut y avoir derrière, tout le système, bah, finalement, il pourrait y avoir des espèces de boucles vertueuses de sobriété. Modulo, mais c'est plus au chapitre 7. Ah là là, mais que se passe-t-il d'un point de vue économique? Parce qu'à ce moment-là, il y a plein de gens qui vont perdre leur job, quoi. Donc, et donc, il y a cette question un peu de mutation qui là, évidemment, est irrésolue, quoi. Je vous propose maintenant une petite séquence. Allez, j'allais dire, parce qu'on commence à être chaud sur le timing. Vous lirez la BD, vous la découvrirez. Ouais. Vous avez fait référence tout à l'heure au fait aussi des références que de génération en génération, on n'a pas les mêmes références. Et donc, les pêcheurs ont toujours trouvé qu'il y avait plus de poissons avant, mais ça se décale. On n'aura pas forcément le temps d'en parler maintenant, mais vous en avez parlé. Je vais juste finir par cette slide qui est en fait des cases qui ne sont pas forcément au même endroit de la BD, non. Mais quand même à la fin, où à un moment donné, ça questionne quand même l'auteur de BD qui dit mais c'est pas devenu un enfer d'être dans la tête de Philippe Biwix après ça, c'est quand même un peu particulier cette vision systémique, finalement quelque chose qui nous montre que faut pas continuer sur la même trajectoire. Prise de conscience, donc la question de la lucidité, du renoncement, même la question du plaisir à un moment donné aussi est questionnée, évidemment, on en parlait tout à l'heure sur les fringues ou autres.
Et vous dites, je n'ai pas dit que tout serait simple. Oui, en fait, oui, non, c'est sûr que moi, je vois plus le monde de la même manière. Tout à l'heure, on voyait le truc avec les petits rochers là au-dessus. Donc, effectivement, bon, c'est une illustration de. Il se trouve que les ressources sont assez peu concentrées. Donc, c'est assez facile d'arriver à des chiffres un peu incroyables. Parce que voilà, quand vous avez une mine de cuivre à 1% de concentration, il faut sortir 100 tonnes pour extraire 1 tonne. Et puis, vous pouvez faire le même calcul pour l'or, etc. Les 12 plus grandes mines de cuivre du monde, ça fait 1 milliard de tonnes, 1 milliard de tonnes de résidus miniers. D'accord. Donc, il n'y en a pas que 12 des mines, hein, il y en a quelques centaines. Pas toutes aussi grosses, bien sûr. Mais donc, du coup, les espèces de petites boules là qu'on voyait, les sacs poubelles là au-dessus, c'est un smartphone, par exemple, c'est de l'ordre de 1000 fois ce qu'il a fallu convoquer comme matière première. C'est à peu près 1000 fois son poids. Donc, on va dire un sac poubelle de 200 kilos. Mais comme c'est de la terre, c'est à peu près 2 grammes par centimètre cube. Bon, je passe le calcul, mais ça fait un sac poubelle, quoi. Voilà, donc d'où la BD. Mais du coup, vous voyez, moi, je vois tout comme ça, quoi. Effectivement, et je vois tout sous forme d'usage dispersif, donc tout le temps. Donc moi, si j'ouvre une boîte de conserve, je sais ce qu'il y a dessus. Si je me rase, je sais que la lame du rasoir qui s'est émoussée. Je regarde la composition de mon dentifrice, tout. Ma vie est devenue un enfer, c'est clair. Et la vôtre va devenir un enfer. Parce que vous mettrez plus jamais de la crème solaire sans penser à moi. Enfin, faites ce que vous voulez, mais dentifrice, c'est bien déjà. Ouais, rien que le dentifrice, déjà. Vous y penserez en vous rasant. Voilà. Donc oui, il y a un peu cet aspect-là de moi d'être confronté à la matérialité du monde, mais c'est aussi ma curiosité d'ingénieur. C'est toujours aimer visiter des usines, comprendre comment ça fonctionne, etc. Et avec évidemment cette incroyable richesse cognitive quand même de ce qu'a fait de ce qui fait l'histoire technologique de l'humanité que je reconnais, quoi. Hein. Il n'y a pas de souci quand je vois le premier étage de la fusée d'Elon Musk qui est récupéré là dans les bras. Vous savez. Donc, alors c'est un bon mot que j'ai utilisé, mais qui n'est pas de moi. Il y a quelqu'un qui a dit que c'était du porno pour ingénieurs. Et en fait, c'est vraiment ça, c'est cette idée de. Enfin, j'imagine les efforts techniques, calculatoires, etc. Je sais pas quoi qu'il faut pour réussir à faire ce truc-là, au moins une fois sur deux, parce que ça a raté la deuxième fois. Mais en fait, bon, ça sert à rien, c'est un autre problème. Mais donc, je suis à la fois passionné techniquement par ce qui se passe et par les marges de manœuvre en fait que pourrait nous ouvrir l'ensemble de nos compétences collectives, parce que du coup, les marges de manœuvre, elles sont encore une fois gigantesques parce que le gâchis est gigantesque. Donc, c'est ça qui m'anime. Ouais. Et puis bon, pour lutter contre la question des boîtes de conserve, bon bah voilà, je vis dans la dissonance cognitive permanente, mais on vit tous un peu de toute façon dans la dissonance cognitive quand on fait nos courses ou au boulot. Ouais, enfin voilà, il y a plein de choses comme ça. Donc moi, voilà, j'ai ma catharsis, c'est faire des bouquins et essayer de passer la bonne parole, mais voilà, je suis pas effrayé du constat, je le prends et puis je me dis, de toute façon, l'être humain se réalise dans l'action, donc faut y aller, quoi. Même si c'est compliqué, même si ça va pas être facile, même si les vents sont contraires, même si. Bon, voilà, faut avancer et on le fait ensemble. En plus, c'est plus sympa. Super. Merci beaucoup. C'est le mot de la fin de cette intervention. Merci. Merci Philippe. Merci beaucoup pour ce message.